Reservoir Dogs est le premier long métrage de Quentin Tarantino. Ce film indépendant, réalisé avec un faible budget, a rendu célèbre un réalisateur méconnu et est devenu un favori de millions de spectateurs. Tu vas me descendre, tire. Va te faire foutre, je n'ai pas créé ce problème, je le règle. Cependant, si vous demandez à un fan moyen de Tarantino de quoi parle ce film, en général, vous n'obtiendrez pas de réponse claire. On évoquera peut-être les dialogues de Tarantino, la musique, l'ambiance et les gangsters. Waouh, t'en smart, coach. Tout ça, c'est pour les pigeons. Mais vous n'entendrez jamais la vraie réponse. Ce qui n'est pas surprenant, car non seulement le spectateur moyen, mais aussi la plupart des critiques de cinéma ne sont pas capables de donner cette réponse dans leurs critiques. Ils étudient en références, easter eggs, dialogues et dossiers des personnages, mais le sens paraît secondaire. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question « De quoi parle Reservoir Dogs ?» Voyons cela ensemble. En dehors de la narration non linéaire de Quentin Tarantino, l'intrigue du film est aussi simple qu'une recette de sandwich. Un groupe de criminels, après un braquage raté, essaie de découvrir lequel d'entre eux est un traître. Qui est-ce qui est la balance, cette fois-ci? Peut-être que c'est toi la balance. C'est peut-être toi l'enfoiré de balance? Peut-être que la balance, c'est lui. Au fil des conflits et règlements de compte, ils perdent confiance les uns envers les autres, entraînant des conséquences catastrophiques. Et ils meurent tous. Barry, ne pointe pas ton pistolet sur mon père. Tout dans ce film tourne autour d'un braquage. Il existe tout un genre de films sur les braquages. Des films comme Braquage à l'italienne, L'affaire Thomas Crown, Insaisissable, Inside Man et bien sûr le classique Ocean's 11 sont des exemples marquants de ce genre. Monsieur Océan, et qu'avez-vous l'intention de faire si vous êtes libéré? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à Vegas. Ces films proposent des scènes d'action spectaculaires et des personnages bien développés. En règle générale, le genre des films de braquage explore la cupidité humaine, les dilemmes moraux et l'art de la tromperie, montrant jusqu'où les gens peuvent aller pour de l'argent ou une idée. Le point culminant, ou du moins l'événement principal dans de tels films, est le braquage. Mais dites-moi, dans le film Les Chiens Enragés, avez-vous vu le braquage lui-même? Nous voyons la préparation du braquage. Quand le braquage sera terminé et qu'il sera réussi, nous irons à Hawaï et je rigolerai avec tout le monde. Fuite devant les flics. Conséquences. Wolf, tu es blessé? Merde, c'est grave, mais tu ne meurs pas. Je vais mourir, je le sais. Mais le braquage lui-même reste hors champ. Et ce n'est pas du tout un hasard parce que, et c'est évident, le film ne parle pas du braquage. Mais alors, de quoi parle le film? Pour le comprendre, il faut analyser quelques notions de base. Rappelez-vous les premières images du film. Un groupe de personnes discute de la chanson de Madonna, Like a Virgin, et essaie de comprendre ce que Madonna voulait vraiment dire avec cette chanson. Like a virgin, touché pour la toute première fois. De prime abord, cette conversation semble insignifiante, pleine de répliques cinglantes et d'humour, sans lien évident avec le film. De l'oreille gauche dépasse la bite de Madonna et Toby Aponka va savoir de la droite. Peu à peu, après avoir parlé des chansons et des goûts musicaux, ils discutent s'il faut laisser un pourboire aux serveuses. Et Monsieur Rose refuse de le faire. Ah, je ne donne pas de pourboire. Tu ne donnes pas de pourboire? Et je n'y crois pas. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Les mêmes sujets reviennent souvent dans les discussions du film. Nous entendons des dialogues sur le cinéma. Charles Bronson dans la grande évasion. La musique. Avez-vous entendu à la radio les chansons des années 70 de Kabylie? Oh, oui. À propos du baseball. De Milwaukee? Oui, ils ont gagné la veille de son accident. À propos des femmes. Je raconte une histoire. Un soir, elle s'est bien comportée, elle a attendu que ce salaud soit saoul. Et en fait, ce ne sont pas simplement des bavardages inutiles. C'est un code socioculturel. Le code socioculturel, c'est un ensemble de symboles, de normes, de valeurs et de représentations qui déterminent le comportement et la perception des gens dans le cadre d'une certaine culture ou société. Charles Bronson. Kabylie. Un tube de Madonna. Brewers. Tony DeFranco de la famille DeFranco. Les Lumières nocturnes de Georgia. Monologue de Lee Marvin. C'est Marlon Brando. Tu te rappelles des 4 Fantastiques? La série avec Pam Grier mais sans elle?
Il joue Charles Bronson. Ce code s'est formé historiquement et inclut différents éléments comme les traditions, les coutumes, les croyances religieuses, les préférences musicales. Le code socio-culturel influence la perception du monde, la communication et l'interprétation des événements et phénomènes. Il aide les membres de la société à se comprendre, puisqu'ils partagent des symboles et des significations culturelles communes. Ce code socio-culturel est comme un système d'identification ami-ennemi. Il unit différentes personnes en groupes sociaux spécifiques. Rappelez-vous, grâce à quoi Monsieur Orange a-t-il pu s'infiltrer dans le gang? C'est parce qu'ils faisaient tous les deux partie du groupe de joueurs de poker. Je leur ai dit que j'avais joué au poker avec lui. Un bon gars a appelé, et lui tout était nickel. Qu'est-ce qui unit ces gars quand ils discutent? Ce qui les unit, c'est leur préférence. Pour une certaine musique, ils aiment certains films. Vous vous rappelez quand Monsieur Blond attaque Monsieur Blanc? Tu vas aboyer toute la journée, petit chien, ou tu vas mordre? Quoi? Et qu'est-ce qui sert de détente? Ils se détendent tout de suite quand ils découvrent qu'ils sont tous les deux fans du même acteur, Lee Marvin. Tu es vraiment fan de Lee Marvin? Oui, moi aussi, j'adore. C'est pareil pour toute notre bande. Ce sont des membres de certains groupes sociaux, des fans d'un certain genre musical. J'aime les premiers morceaux, La Frontière. L'acteur. Tu es un grand fan de Lee Marvin? D'une équipe de football ou de baseball. Les Brewers. Des joueurs de poker. Tu as joué au poker avec lui? Un croyant. Aucun de vous ne doit appeler l'autre par son prénom chrétien. Dans le sens le plus général, ce sont des hommes avec leurs histoires sur les femmes. Il s'est avéré que Lady E est mariée à un salaud. Et dans ce cas précis, ce sont des criminels, des voleurs, avec leur propre vocabulaire, leurs normes et leurs valeurs. Personne n'avait rien. Tous fumaient de la résine, tirés sur le bambou des mois durant, et la fille. Faites attention à la façon dont ils sont présentés dans les génériques initiaux. Ils portent tous le même costume, sauf les organisateurs. Chemise blanche, chaussures, coiffure, lunettes de soleil, identiques. Tout cela fait partie du code socio-culturel. Par exemple, la casquette verte avec une étoile rouge sur l'ami de Monsieur Orange. Long Beach Mike n'est pas ton amigo. Long Beach Mike est un putain d'enfoiré. Il vend les amigos. C'est aussi un élément du code socio-culturel qui renvoie à certains contextes historiques et politiques liés à la Révolution et au socialisme. Et pour passer pour l'un des leurs, Monsieur Orange doit tout étudier en détail. L'histoire se fait dans les détails. Ils appartiennent à un groupe uni par un objectif, réaliser un braquage. Dès le départ, ils sont dépersonnalisés. Aucun d'entre vous ne doit s'adresser à un autre par son prénom. Ils ne doivent pas utiliser leur vrai nom. Et maintenant, on les appelle... Monsieur Marron, Monsieur Blanc, Monsieur Blond, Monsieur Bleu, Monsieur Orange, Monsieur Rose. C'est pareil dans notre société. On nous attribue des étiquettes et des noms en fonction de notre rôle social. Tu es marron, rose, orange, libéral, de gauche ou de droite. Retraités, employés, étudiants, nous appartenons tous à un groupe ou une communauté. Informaticiens, serveurs, employés de bureau, chrétiens, blogueurs, athées, adeptes d'une idéologie ou d'un courant musical, abonnés d'une chaîne. Rose ici désigne une personne qui défie les normes. Tu ne laisses pas de pourboire. La société dit qu'il faut laisser un pourboire. J'en laisse, si c'est mérité, mais pas systématiquement. C'est absurde. Pourquoi devrais-je donner un pourboire? Parce que c'est la coutume. Mais on le remet tout de suite à sa place. Allez, file ton dollar, sale radin. J'ai payé ton putain de petit déjeuner. Peu importe ce que tu fais d'habitude. File ton putain de dollar, comme tout le monde. La scène de distribution des noms se répète. Pourquoi je suis rose? Pourquoi on ne choisit pas les couleurs? Si tu n'es pas d'accord, tu joueras quand même selon nos règles. Je choisis. Tu es Rose. Écoute, Monsieur Rose, tu as deux options. La mienne ou tu vas te faire voir. Tu es Rose. J'ai payé ton putain de petit déjeuner. Celui qui paie choisit la musique. Mais si tu es contre... Va te faire foutre. Rose est en fait le plus malin de cette bande. C'est lui qui comprend qu'il y a une taupe dans leur équipe. Ce n'est pas moi. Les flics ne sont pas venus après l'alarme. J'ai compris qu'on s'était fait doubler.
Tout ce code socio-culturel les unit en groupe, en équipe, en bande, et tout fonctionne comme il faut. Jusqu'au moment où un événement déclencheur survient, qui fait s'effondrer tout ça comme un château de cartes en un instant. Lors du braquage, il se passe quelque chose d'extraordinaire. L'un des gars commence à tirer avec son arme. Monsieur Blondin, c'est la catastrophe. C'est le truc le plus dingue que j'ai jamais vu. Pourquoi diable il a engagé un type comme ça? Les flics arrivent et tout dérape, rien ne va comme prévu. Et maintenant, il s'avère que chacun des membres du gang, qui agissait il y a peu comme une équipe soudée, deviennent désormais des individus isolés, envahis par la suspicion et la peur, ce qui détruit complètement leur unité d'autrefois. Peut-être que c'est toi la balance? Et si c'était toi le traître? Ah, maintenant tu commences à réfléchir. Monsieur Blondin est en réalité un psychopathe et un sadique. Je refuse de travailler avec une telle personne, surtout des psychopathes. On ignore ce que ces malades peuvent faire. Dès qu'il commence à avoir des soupçons, il se met à tirer sur tout le monde et manque de tuer les siens. On a eu de la chance qu'il ne nous ait pas touchés quand il a commencé à tirer. J'ai failli le descendre, bordel. Quand tout le monde s'est dispersé comme il pouvait, il a apparemment pris un policier en otage. Et il semble vraiment présenter des traits de trouble de la personnalité antisociale. Alors que tous finissent paniquer, lui passe par sur le chemin. Big Kahuna Burger est un fast-food hawaïen. Et il s'achète... Un Sprite. Ça marche. Et il arrive tranquillement au lieu de rendez-vous avec le policier dans le coffre. Ne soyez pas si dur en jouant les enfants, sinon quelqu'un va pleurer. Monsieur Blondin. Cela se vérifie aussi dans son attitude avec Monsieur Blanc. Il montre un sens de la peur émoussé. Tu vas aboyer toute la journée ou mordre, petit chien? Ce qui le caractérise encore une fois comme un sociopathe dangereux. Monsieur Blanc, quant à lui, s'avère être l'opposé du psychopathe Monsieur Blond. C'est un empathique, il compatit et traîne avec lui Monsieur Orange mourant. Tout ira bien. Dis-le à voix haute. Tout ira bien. Dis-le. Il s'inquiète de ce qui va lui arriver. Quand il est nerveux, il commence à se gratter les cheveux. La situation se tend, la panique arrive, puis tu prends quelques secondes, reprendre le contrôle et gère. C'est un geste mécanique, rien d'autre qu'un rituel comportemental destiné à réduire l'anxiété. Il commence même, apparemment par automatisme, à coiffer le mourant Monsieur Orange, ce qui n'a aucun sens. Il craque et commence à parler de lui-même. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Dire pardon? Je ne donnerai pas cette putain d'information. Il agit de façon impulsive et émotionnelle. Mais quand Joe arrivera, et c'est pour très bientôt, il t'aidera, il prendra soin de toi. Encore une autre opposition à ces deux-là, c'est Monsieur Rose. Si Monsieur Blanc agit sous l'emprise des émotions, Monsieur Blond, en vrai psychopathe, est dépourvu d'émotions. Alors Monsieur Rose incarne le rationalisme et le bon sens. Quoi, on est sur une aire de jeu? Je suis le seul professionnel ici. Comme vous vous en souvenez, c'est lui qui se demandait pourquoi il devait laisser un pourboire. Ah, moi je ne laisse pas de pourboire. Il protestait contre les noms. Pourquoi ne choisissons pas les Et c'est lui qui a compris le premier que quelqu'un les avait trahis. C'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait un piège. Il essaie d'aborder tout ça avec sang-froid. Pourquoi un homme aussi intelligent s'est-il retrouvé dans une telle situation? Qu'est-ce que je fous ici, mec? Il est un peu dépendant. Il affirme avoir arrêté de fumer, puis demande aussitôt une cigarette. Fume une cigarette. J'ai arrêté. D'accord. Et toi, tu en as? Il doutait d'accepter cette affaire, mais l'a fait quand même. Ce travail ne m'a pas plu dès le début. J'aurais dû refuser et partir, mais je ne me suis pas écouté. Quant à Monsieur Orange, il s'est avéré être ce même policier qui nous a tous dénoncés. Mais il s'est tellement immergé dans ce contexte socio-culturel qu'il a commencé à perdre tout simplement son identité. En s'enfuyant, il tire instinctivement en retour et tue une femme innocente. Sors de la voiture.
Dès le début, il éprouve de la confiance et du respect pour Monsieur Blanc. Ne le critique pas, il est sympa. Sans lui, je ne serais pas venu. Ensuite, il le traîne de toutes ses forces et l'encourage autant que possible. Sa confiance et sa loyauté envers Blanc sont si fortes qu'il finit par se confier à lui. Et cela alors qu'en révélant ses cartes, il se met lui-même en danger. Et alors, Joe Québet arrive à l'entrepôt en déclarant qu'il sait qui est la taupe. La tension atteint son paroxysme, quand Joe affirme que Monsieur Orange est un policier infiltré. Ce connard bosse pour la police. Monsieur Blanc refuse de croire à cette trahison. Joe, je ne sais pas ce que tu as appris, mais tu te trompes. Pas question. Joe, crois-moi, tu as fait une erreur. Cela mène à un affrontement classique à la mexicaine, où tout le monde pointe son arme sur les autres, et finalement, une fusillade éclate. Barry, ne vise pas mon père avec ton pistolet. Lors de la fusillade finale, presque tous meurent. Monsieur Rose essaie de fuir, mais il décède aussi lors de son arrestation. Monsieur Blanc tue Monsieur Orange après avoir découvert la vérité, puis est abattu par la police. Lâche le pistolet, ne fais pas ça. On va te descendre, putain, lâche. L'équipe, qui semblait soudée, se désintègre complètement et personne n'en sort vainqueur. Le film montre comment des personnes réunies par un but commun peuvent paraître unies. Mais lorsqu'un conflit survient, tout s'effondre instantanément, et il devient clair que chacun de ses membres est unique avec ses propres motivations et convictions. Avant l'événement déclencheur, les participants au braquage semblaient être des criminels sans visage, les membres d'un même gang. Mais quand le plan échoue, leur vraie nature apparaît. L'un est psychopathe, un autre empathique, certains agissent rationnellement, d'autres émotionnellement. L'un d'eux s'avère même être un imposteur, un policier infiltré. Les chiens enragés opposent les idées de collectivisme et d'individualisme. À première vue, les personnages font partie d'un tout uni. Une équipe où chacun joue son rôle pour un objectif commun. Mais dès que les circonstances changent et qu'une crise survient, le collectivisme cède la place à l'individualisme. Chaque personnage commence à agir selon ses propres intérêts, révélant ses véritables motivations et principes moraux. Il se passe souvent la même chose dans notre société. Nous faisons tous partie de certains groupes sociaux, unis par des objectifs et des règles communes. Marron, blanc, blond, bleu, orange, rose, je choisis. Mais dès que les conditions extérieures changent, que ce soit l'adoption d'une nouvelle loi, des changements dans l'économie ou la politique, l'unité collective peut s'effondrer instantanément. C'était le plan. On se retrouve ici. Alors, où sont-ils tous, bon sang? Le plan est tombé à l'eau quand on a compris qu'il y avait une taupe dans la maison. Des désaccords et des conflits internes apparaissent et la société se fragmente. Ce film pousse à réfléchir sur la solidité de nos liens sociaux et sur ce qui nous unit réellement. Nous appartenons tous à des groupes sociaux, programmeurs, enseignants, managers, retraités, étudiants, entrepreneurs, hommes d'affaires. Ces étiquettes influencent notre perception mutuelle et limitent notre compréhension des autres en tant qu'individus. Nous commençons à nous voir les uns les autres à travers le prisme de ces rôles et catégories sociaux, en oubliant que derrière chaque étiquette se cache une personnalité complexe et multidimensionnelle, avec ses pensées, ses sentiments et son expérience unique. Nous nous habituons à ces catégories parce qu'elles simplifient notre monde, le rendent plus prévisible et compréhensible. En même temps, ces étiquettes restreignent notre perception, nous poussant à voir une personne uniquement comme un représentant d'un certain groupe. Dans une telle société, il est difficile de dépasser les rôles imposés et de trouver sa véritable identité. La personnalité commence à s'effacer sous le poids des attentes sociales et des stéréotypes. Et à un certain moment, nous finissons par nous associer nous-mêmes aux étiquettes qu'on nous a collées. Mais l'être humain n'est pas un simple ensemble de caractéristiques, il est bien plus que la somme de ses rôles. C'est pourquoi il est important de s'efforcer de voir derrière les étiquettes de vraies personnes avec leurs mondes intérieurs complexes et contradictoires. Et se rappeler qu'aucun d'entre nous ne peut être simplement catégorisé. Vous avez tous compris l'essentiel, bordel ?
Les chiens enragés montrent aussi comment des situations extrêmes peuvent servir de catalyseur pour révéler la véritable nature humaine. Dans la vie ordinaire, beaucoup d'entre nous cachent leurs véritables sentiments et motivations, mais en situation de crise ou de menace pour la survie, quand il faut choisir entre soi-même et les autres, la vraie nature ressort. Le film nous pousse à réfléchir. Pouvons-nous vraiment faire confiance à ceux avec qui nous partageons des objectifs communs ? Pour finir, j'aimerais souligner que, selon moi, le personnage principal de ce film est Monsieur Orange. Il s'infiltre dans le gang, se faisant passer pour l'un d'eux, tout en menant sa mission sous couverture. Au cœur de l'intrigue, il y a son double jeu et ses dilemmes moraux. C'est lui qui déclenche la chaîne d'événements menant à la destruction totale de l'équipe. Monsieur Orange devient le catalyseur de tous les conflits, révélant la véritable nature des autres membres. C'est lui qui change et avoue qu'il est un flic, alors qu'il aurait pu ne pas le faire. C'est son histoire. Et dans cette histoire, il y a un moment assez curieux lié à la préparation de son infiltration dans le gang. Ici, il y a une idée qui, à mon avis, appartient moins au personnage qu'à Quentin Tarantino lui-même. Ce sont les détails qui font l'histoire. Tu dois savoir s'il y a des serviettes en papier ou un sèche-main. Tu dois savoir s'il y a des portes dans les cabines ou non. Tu dois savoir s'ils ont du savon liquide ou cette saleté rose en granulé, comme à l'école. S'il y a de l'eau chaude, si ça pue là-bas. Et tu dois prendre tous ces détails et te les approprier. Et cette phrase illustre parfaitement le deuxième film de Quentin Tarantino. Quel genre de hamburger? Un cheeseburger. Non, plus précisément, où tu l'as acheté? Chez McDonald's, chez Wendy's, chez Jack in the Box ou... La même merde qu'ici, mais avec des nuances. Chez eux, tout est un peu différent. Les détails font l'histoire.